Merci à toutes et à tous d'être présents. Donc je suis plus très jeune puisque je vais bientôt avoir 50 ans, mais il y a la relève qui arrive puisque derrière moi il y aura la vraie jeunesse qui arrivera, mais je vais quand même parler des jeunes vétérinaires. Avec deux parties, ça va être assez court, hein. D'abord, vous parler du prix de thèse VetIntech, qui est une initiative à laquelle on tient beaucoup. Et puis ensuite, vous faire part de quelques résultats de l'enquête jeunes vétérinaires et numérique que j'ai menée à titre un peu plus personnel avec ma société Veto Network. Le prix de thèse VetIntech, qui a été créé, maintenant, la première édition, c'était 2019, c'est vrai que le temps passe. Il y avait un objectif double, c'était d'abord prendre une thèse qui parlait du numérique, en tout cas qui faisait progresser le numérique en santé animale, et puis la mettre en avant, la récompenser, la mettre en lumière. Et puis, je dirais qu'on n'y est pas trop mal arrivé quand on va voir les tests qu'on gagnait. Et puis, il y avait également suscité des sujets et des vocations, et ça, on n'y est pas encore. Donc, j'espère que des initiatives comme ce dont tu vas nous parler après vont peut-être pousser ça. Et puis, participer à installer une dynamique e-santé, avec différents autres événements que des publications, des délégations, des choses comme ça. Et en allant vraiment à la rencontre des jeunes générations qui, normalement, ont une appétence un peu naturelle. Et puis également susciter des rencontres. Voilà. Souvent, les étudiants sont dans leur univers, alors que parfois, une rencontre, juste même 15 minutes d'échange, ça peut faire germer des choses de part et d'autre, hein, d'ailleurs, des interlocuteurs. On a la possibilité de faire ce prix de thèse uniquement, je dirais, parce qu'en propre, on aurait du mal à le faire aussi bien qu'on le fait grâce à des partenaires certains qui ont suivi depuis le début, comme MSD, Royal Canin, même Alcyon qui est là depuis le début, Vetstoria aussi. Et puis on a été rejoint là pour la dernière session, puisque c'est par 2 ans, par Agria et Animoscope. Je pense que Alcyon et Vetstoria ne sont pas présents, mais tous les autres sont dans la salle. Donc, un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce que je vais montrer là. Donc, l'idée, c'est de sélectionner. Donc, ça, c'est déjà un premier travail que j'ai d'ailleurs fait ces derniers jours. Donc, je sais à peu près combien il y a de tests pour la prochaine session qui pourront candidater. Mais là, on avait dépisté la première année, en 2019, 9 tests de doctorat vétérinaire. Alors, ce chiffre-là, il n'est pas anodin, hein, et ça montre un peu le problème, à mon avis, qu'on a dans notre profession, c'est qu'il y a 600 tests par an, à peu près, 500, 600. Et je vous garantis que j'en laisse pas passer une. Donc, c'est-à-dire je lis tous les titres, et dès que ça peut parler du numérique, je vais voir. Et donc, ça veut dire qu'on a entre 10 et 20 tests par an, et ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2019. Alors, j'espère qu'à un moment, il va y avoir une explosion et que je vais dire, il y en a 30, il y en a 40, il y en a 50. Quand on voit... Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, puis vous avez été dans nos ateliers, l'impact que ça va avoir sur notre profession, c'est déceptif, on va dire, de se dire mais pourquoi c'est si peu travaillé comme sujet, en fait. Mais en même temps, et on va voir, ça fait le lien avec ce dont je vais parler dans l'enquête jeunes vétérinaires et numérique, quand on n'entend pas vraiment parler d'un sujet pendant ses études, c'est difficile d'imaginer faire une thèse dessus. Donc, c'est pas un reproche aux étudiants, c'est plus un constat systémique. Donc, en 2019, on a eu la chance de récompenser pour la première fois Roxane Perrin qui avait fait une thèse sur l'intelligence artificielle. Donc c'était déjà un peu... D'ailleurs, quand on voit tout ce qui a été récompensé, il y a toujours un peu d'IA là-dedans. Et puis on avait également décerné un coup de cœur à Marie Tanguy, qui est par là-haut dans un coin. Et comme je disais que ça fait générer des rencontres, voilà. Pour ceux qui savent qu'on est associé dans Dr Patoun, c'est parce que tu as eu le coup de cœur du prix de test, sinon je pense qu'on ne se serait pas croisés. Je suis encore en contact avec Roxane qui est partie au Canada il n'y a pas très longtemps, et donc voilà. Ça avait permis de les emmener, donc, puisque la récompense du prix de thèse, hein, c'est de pouvoir aller au CES à Las Vegas, donc qui est quand même un sacré truc quand on sort de sa vie d'étudiant. Je me souviens avoir passé ces 3 jours-là en compagnie régulière de Roxane et qu'elle était avec des yeux grands ouverts comme ça. Marie, toi, tu as été au London Vet Show, qui était ton lot à toi, et je pense que tu as passé aussi des jours intéressants à t'ouvrir les chakras sur la profession vétérinaire chez les Anglais. En 2020, alors on voit que c'est une année un peu particulière, hein. C'est pas une cérémonie en live, c'est une cérémonie en visio, puisqu'en général ça a lieu à la fin de l'année. Donc c'était Clarisse qui avait fait
une thèse sur le suivi en vidéo d'animaux d'élevage. Donc on était un peu là aussi dans la lignée, alors à un niveau d'études d'étudiants, hein, et de thèse de ce que peut faire ailleurs. Donc voilà, on est dans la même idée de suivi. Donc elle avait participé à l'édition online du CES en 2021 et puis elle était venue au CES 2022 avec le gagnant de l'édition. On a eu un petit peu de tassement à cause de petits événements qui ont empêché certains voyages. Et ensuite, là, on est dans une tendance intelligence artificielle et imagerie, puisque en 2021, c'est Quentin Berche qui a gagné le prix de thèse pour une thèse sur la conception d'un programme d'IA pour calculer voilà, un indice anatomique automatiquement sur les radios en collaboration avec Picoxia. Donc, on se retrouve des choses. Et ça montre aussi l'intérêt de pouvoir montrer des disciplines parallèles à des étudiants vétérinaires, puisque en général, ceux qui mettent le nez là-dedans, ils codent un peu aussi. Donc, ça pourrait être intéressant que les étudiants soient plus formés à ce genre de choses. Et enfin, en 2022, c'est Léo Dumortier, à nouveau pour de l'IA en imagerie, qui, je pense que ceux qui étaient présents à la remise du prix de thèse se souviennent de 15 minutes de... J'en vois qui hoche la tête, là, donc je sais que vous y étiez. On avait tous été scotchés de comment quelque chose aussi complexe que ce qu'il avait travaillé, il avait réussi à nous digérer ça, à nous rendre ça intelligible en 15 minutes, avec brio et sympathie, donc c'était vraiment top. Donc Léo, lui, c'était un peu compliqué d'aller au CES, il bosse dans un établissement où se libérer pour aller aussi loin que Las Vegas, donc il nous a demandé, comme toi Marie, d'aller plutôt au London Vet Show, donc il ira en novembre de 2023. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour le prix de thèse. Et puis, il va y avoir donc un prix de thèse de 2023 avec des vidéos pour candidater. Ça aussi, c'est une des petites nouveautés qu'on a mis en place l'année dernière, qui a plutôt bien marché. C'est aussi une façon pour vous, parfois, se taper la thèse, c'est chaud. Bon, même s'il y a ChatGPT qui pourrait peut-être aider à digérer. Mais voilà, on leur fait faire un format que peut-être certains connaissent. C'est ma thèse en 180 secondes, en fait, hein, voilà, qui est un format académique classique. C'est-à-dire arriver à rendre intelligible pour le commun des mortels, ou presque, un sujet en 180 secondes. Donc, ceux qui candidatent font cet exercice. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube de Veto Network. Il y a toutes les thèses qui sont en accès, en tout cas celle de l'année dernière. Il y aura celle de cette année. Donc, ça vous permet, voilà, vous vous dites, bah, tiens, c'est quoi ce sujet sur le numérique en santé animale? Souvent, c'est assez intéressant de voir ça. Et après, si ça vous intéresse beaucoup, allez voir la thèse. Les appels à candidature vont commencer. Donc, voilà, on va contacter les candidats parce que c'est pas toujours facile, même si on commence à être un peu connu, qu'ils sachent qu'il y a une initiative. Il y a aussi un phénomène qui était un peu nouveau l'année dernière, le fait qu'ils ne soient pas forcément tous à fond pour candidater, alors que bon, voilà, c'est quand même un prix pas inintéressant parce que ça demande du temps, ils sont souvent partis dans le boulot. Certains ont fait la thèse par réel intérêt sincère, d'autres ont fait la thèse parce qu'il fallait faire une thèse et pourquoi pas ce sujet. Donc voilà. Donc si vous connaissez des étudiants, n'hésitez pas. Si vous connaissez des étudiants même qui n'ont pas encore de sujet de thèse, mais qui s'intéressent, pourquoi pas. Je sais qu'on aura déjà probablement 2 candidatures avec la chaire de télémédecine, enfin en tout cas qui pourront candidater sur des sujets comme ça, voilà, au moins une. Donc bon, après on voit des initiatives, parfois c'est aussi intéressant de regarder les sujets qui ont été déposés. Donc là, on sent qu'il y a un petit truc qui monte, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour le prix de thèse. Je répondrai à vos questions après si vous le souhaitez. Je vais passer à une autre partie, mais qui est connectée quand même, hein, et qui est d'ailleurs, c'est la même curiosité qui, au sein de VetInTech, m'a fait participer à organiser le prix de thèse. C'est mais qu'est-ce qui fait que ça décolle pas en fait? Moi, ça fait un certain temps, on va dire, que j'arpente les allées de la profession avec ce tropisme numérique et voilà, on sent que c'est lent, pour pas dire plus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller poser la question aux jeunes générations, soit vétérinaires, soit en passe de lettres, pour savoir voilà, comment s'était passé leur formation. Donc, j'ai lancé un question. Alors, au final, il y avait déjà une première curiosité, mais qui date de 2018, où j'avais posé 2 petites questions rapides en ligne comme ça, et qui étaient est-ce que la présence numérique de l'établissement vétérinaire peut avoir une influence pour mon envie d'y aller? Donc de 1, pas du tout, à 10, oui, beaucoup. Et on voit qu'il y avait déjà un petit décalage, donc on sentait un petit truc et ça m'intéressait de réinterroger ça. Et puis c'était également, alors 2018, c'était pas encore trop la crise sur le recrutement, mais là maintenant on y est bien. Donc là aussi en 2018, la question avait été est-ce que quand vous trouvez une offre d'emploi, vous faites quoi pour vous renseigner? Et il y avait déjà le site internet qui était à 90
17% présents. Donc j'ai voulu poser plus de questions que ça, et pour faire ça de manière un peu plus pro, j'ai bossé avec Proveto Junior, donc qui est la junior entreprise de Lyon, en tout cas Proveto Junior Conseil Lyon. Donc ça a permis d'aller atteindre, parce qu'il y a ça aussi, les étudiants, c'est pas facile des fois d'entrer en contact, un panel de 160 répondants avec la règle, c'était dernière année avant sortie d'école et sortie depuis 1 an, sortie depuis 2 ans. Donc pour avoir vraiment à l'interface, il y a eu majoritairement des dernières années de sortie d'école. C'était représentatif en sexe ratio et puis bien réparti entre les écoles. Par contre, ça touchait pas les ENV non françaises, et du coup, voilà, quand on sait le pourcentage de vétos qui ne sont pas diplômés en école française, ça aurait été intéressant de pouvoir peut-être aller voir ailleurs si c'était un peu différent. Et puis, les échantillons n'étaient pas assez grands pour pouvoir comparer les sorties, non sorties, pour voir si c'était un peu différent. Quelques items auxquels je me suis intéressé, parmi, il y avait une 60aine de questions, donc j'ai beaucoup plus de données que ce que je vais vous montrer là. Il y avait d'abord, et je dis bien, parce que j'ai beaucoup de respect pour les enseignants qui sont dans la salle et qui poussent le numérique dans les écoles, la perception d'une absence de formation. Je ne dis pas que la formation est absente dans le numérique en école, mais la perception que les étudiants en ont quand on leur demande, c'est « bah non, j'ai pas été formé à ça ». En particulier pour la télémédecine, 87,5% estiment n'avoir pas de formation, pas d'utilisation avant de sortir de l'école. Alors peut-être que les 12,5% sont tous nantais, comme il y a une chaire de télémédecine ici. Pour l'intelligence artificielle, pas de formation, pas d'utilisation pour 4 sur 5, quoi, en fait. Et puis, est-ce qu'il faudrait une formation spécifique en école pour utiliser ces outils-là? Il y a un peu plus que la moitié qui dit, voilà, oui, il faudrait une formation. Donc, on sent qu'il y a probablement des choses à faire en école. Après, c'est difficile parce que inertie, ça fait changer beaucoup de façons de faire, des crédits aussi, des nouveaux enseignements à inventer. Donc, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, ils se sentent en manque de ce côté-là. Et ils le disent aussi de manière orale, puisqu'à chaque fois, il y avait du verbatim qui était collecté. Et donc, à la question, avez-vous des remarques sur votre formation en école vétérinaire et les outils professionnels numériques vétérinaires? Voilà, ça allait de j'ai rien eu dans le cursus, en tout cas, je l'ai perçu comme tel. Hein, je redis bien que c'est une perception. C'est pas trop abordé, mais on y va, quoi. Il y avait aussi le côté, je sens que j'ai plus de formation à côté de l'école que dans l'école. Et puis le dernier, voilà, c'est le côté, j'ai peur, et on a un peu évoqué ces discussions dans l'atelier des objets connectés avec Gwendoline. C'est le côté, à un moment, le propriétaire risque d'arriver avec des trucs en disant, bon alors, en fait, comment ça se passe avec les données de mon animal? Et nous, si on n'a pas été formé, on va être un petit peu embêté. Donc ça, c'était sur la formation. Sur le recrutement, puisque c'est un sujet sensible, là aussi, j'ai voulu creuser, reprendre des questionnaires abordés en 2018 pour comparer. Ce qu'il apparaissait, en fait, c'était que toujours le site Internet était toujours numéro 1. Et quand on sait que, en gros, à la grosse louche, il y a un tiers des vétos français qui ont un site correct qualitativement, un tiers qui ont un site et qui est pourri, et un tiers qui n'en ont pas. Voilà, c'est probablement un petit geste à faire pour augmenter l'attractivité. La présence des réseaux sociaux, le truc qui m'avait déjà surpris et qui est en augmentation, c'est les avis Google, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 4 sur 10 qui, quand ils voient une annonce, ils vont voir les avis Google de l'établissement pour se faire une idée de comment est l'établissement. Et puis le côté, voilà, je recherche de partout, ce qui est un peu logique dans un sens où, comme on a pléthore d'offres, on est en position, donc autant se dire, je vais essayer de bien choisir où je vais puisque j'ai largement le choix. Le site Internet de qualité indispensable, ça va plus loin que juste le regarder. C'est estimer à quel point ça peut influer sur le fait de postuler ou pas. Et là, quand on demandait est-ce que l'absence de site ou un site Internet de mauvaise qualité, par exemple non mobile compatible, peut influencer mon souhait de postuler pour un emploi dans un établissement vétérinaire, on a tout de même plus de 2 tiers qui disent oui, effectivement, ça va m'influencer. Donc, quand je croise un véto qui me dit c'est la galère, je ne recrute pas, ma première question, mais forcément c'est déformé, c'est est-ce que tu as un site Internet? Ma deuxième question, c'est montre-le-moi. Et après, voilà. Donc, dans 2 tiers des cas, en gros, la réponse est fais quelque chose pour ça, et sinon, tu es disqualifié, quoi, en fait. Donc, il y a Charlie Huet qui j'espère postulera pour le prix de thèse, qui a fait une thèse super intéressante en allant auditer tous
les 500 établissements d'Occitanie. Donc, quand je l'ai trouvé, qu'on a discuté, j'ai dit un plus taré que moi. Donc, ça m'a fait marrer. Et donc, il a analysé la présence numérique de plus de 500 cliniques en Occitanie et sa thèse est assez intéressante sur ce qu'on peut en percevoir. La vidéo aussi, hein, qui est un élément intéressant. On est dans une génération, voilà, vidéo, les écrans, Netflix, et donc là aussi une courte vidéo pour se faire une idée de où est-ce qu'on risque de mettre les pieds. Il y en a les trois quarts qui disent que effectivement ça peut influencer. Donc pensez-y, ça peut être intéressant pour orienter les choses. Et puis enfin, vous vous souvenez, je vous avais montré la courbe un peu déviée à droite pour est-ce que la présence numérique peut jouer pour influencer sur l'envie de travailler à un endroit. Elle s'est un tout petit peu décalée plus à droite, mais pas de beaucoup. Le shift est un peu plus présent. Donc, mais bon, on était déjà assez haut, donc c'est pas choquant non plus. Sur le lieu de travail, imaginons dans un rêve, on a lancé une annonce, on a recruté, il y a du monde qui arrive, et dans quel genre d'environnement? Là aussi, j'ai posé plein de questions sur vous voudriez travailler dans quel type d'établissement, des choses assez intéressantes, hein. Je me souviens, il y a un certain temps, pour ceux qui ont assisté à des vieilles confs de moi, je vous parlais de ce veto qui avait une adresse mail en Wanadu et que ça dissuadait des gens de postuler chez lui. Et c'était un vrai verbatim d'étudiantes qui m'avaient dit ça. Je me souviens, je me suis dit, ah ouais, on en est là quand même. Si tu as une adresse en Wanadu, tu es disqualifié. Et effectivement, il y en a une large majorité, quand ils arrivent à un endroit pour bosser, ils auraient bien envie d'avoir nom, point, prénom, arrobase, le nom de la clinique.com pour avoir une vraie identité professionnelle, quoi, en fait, et pas se retrouver à recevoir des mails du boulot sur un Gmail perso ou devoir créer une bidouille. Donc ça, c'est le genre de choses qu'ils aiment bien pour voilà, séparer et puis avoir la possibilité, j'ai pas mis la stat, mais l'envie d'utiliser des outils collaboratifs type Teams, Google Workspace ou enfin, n'importe quoi de ce genre. Ils sont assez habitués à ça maintenant et probablement encore plus avec la période Covid qui a poussé à augmenter les usages numériques. Il y a le souhait de rester connecté avec, par exemple, le groupe WhatsApp qui est souhaité. J'entends le souhait. Attention à ça. D'abord parce que ça peut être difficile de ne pas se faire happer, parce que souvent le WhatsApp, il va être sur le téléphone perso avec peut-être une gestion des notifications qui va être moins respectueuse de la vie privée que ce qu'il faudrait. Et également, c'est Pierre Madvet qui m'avait partagé ça, trois procès au prud'homme en cours où le fait d'avoir un groupe WhatsApp n'était pas vu d'un avis favorable parce qu'en gros, il y avait un peu le côté je vais te chercher chez toi le week-end alors que tu es de repos pour te dire qu'il y a ceci, cela. Donc, c'est des outils qui peuvent être souhaités, mais qui, à mon avis, sont à manier avec grande précaution. Et dernier point, la volonté de proposer des services numériques. On en reparlera demain puisque je réinterviendrai avec Servan qui est peut-être en vadrouille, mais qui sera là demain à propos de boutiques en ligne. Et là, par exemple, sur d'autres types de services numériques, sur la prise de rendez-vous en ligne, il y en a 4 sur 5 qui se voient travailler dans un endroit où les clients pourraient prendre rendez-vous en ligne. Donc là aussi, je dirais que la présence numérique d'un établissement dessine entre guillemets, une image de modernité, de volonté d'aller de l'avant qui probablement peut être un plus pour des jeunes vétérinaires. Et sur les souhaits d'organisation, là aussi, le numérique était imbriqué. Le fait d'avoir un planning consultable à distance, voilà, d'avoir quelque chose de suffisamment souple pour ça. La notion de banque de données pour que le savoir soit bien partagé de manière globale, la data, qu'elle soit bien partagée, c'est quelque chose d'important. Des outils voilà, pour travailler de manière collaborative, en intelligence collective, voilà, que ce soit pas... ça définit aussi pas mal en sous-jacent une forme d'organisation, entre guillemets, hein. Et puis le côté communication qui est recherché par certains. Pas tous, c'est plus partagé, mais il y avait quelques verbatims là-dessus. Quelques derniers usages, l'appétence pour la formation en ligne avec un point qui était assez net, le côté équilibré, c'est-à-dire que la question était pour la formation continue, je privilégie les formations en ligne et on voit que c'est un tiers, un tiers, un tiers, quoi. Il y en a un tiers qui dit oui, oui, moi je suis plutôt en ligne, un tiers qui dit non, plutôt en présentiel et un tiers c'est moite-moite, quoi, plutôt équilibré. Donc probablement que pour aller toucher ces personnes-là en formation continue, c'est mixé, quoi, du présentiel, du distanciel, et on va voir après, ça peut dépendre du sujet, bien sûr. Et sur la formation en ligne, dans les verbatims les plus significatifs, il y avait voilà, le replay, qui est important, le côté format suffisamment court, hein, la notion de snack content, pour ceux qui voient ça, c'est-à-dire que des fois...
Passer 1 heure à regarder un écran, ça peut être un peu pénible. Alors, il y aura probablement de l'IA qui arrivera pour vous faire des résumés de 5 minutes avec les points clés, parce qu'il y a des choses qui existent déjà comme ça. Donc, peut-être des fois découper les sujets en morceaux. Et puis, voilà, le côté replay qui permet de consommer à la demande, avec un peu une Netflixisation de la formation et des apprentissages qui est demandé et recherché. En synthèse, donc les 4 points clés, je dirais que je voulais partager avec vous, c'était le manque de formation, en tout cas la perception d'un manque de formation, et probablement le fait d'aller plus loin dans le fait de proposer des formations spécifiques sur les outils numériques pour ces générations-là qui vont travailler, eux, pour le coup, voilà, si on part dans l'idée qu'ils vont avoir 40 ans de pratique, c'est sortir avec pas grand-chose, c'est chaud quand même en fait, parce que ça va bouger vite, vous l'avez compris dans ce qu'on voit aujourd'hui. Le côté numérique indispensable pour être attractif pour le recrutement, la notion d'avoir une organisation numérisée de manière correcte, ça a pas mal avancé en veto, je dirais que le Covid a poussé les choses par la force des choses, mais un email pro, des services numériques comme la prise de rendez-vous en ligne, boutique en ligne, et puis le souhait pouvoir être connecté en équipe, d'être connecté à distance en étant prudent sur voilà, le bien-être numérique et la déconnexion. Et puis côté formation, voilà, le côté mixer les choses et puis adapter les canaux, les contenus, les formats pour que ce soit attractif, peut-être même demander en fait aux gens en amont, vous préféreriez quoi, que ce soit long, court, etc. Et ce genre de choses. Et je vous remercie pour votre attention sur tous ces éléments.